Quand l'injustice frappe, le silence devient complice. Osez-vous briser les chaînes de la peur? La nuit était lourde, comme un manteau de laine trempé par la pluie. Westbrook, une petite ville américaine aux toits penchés et aux pelouses trop bien taillées, semblait retenir son souffle. Antoine Dubois descendait du taxi, ses bottes militaires usées crissant sur le gravier. Il portait un sac en toile kaki, alourdi par des années de souvenirs qu'il n'avait jamais déballés. Ses yeux, d'un gris d'acier, scrutaient de la rue. Oak Ridge, le vieux quartier noir à l'est de la ville, n'avait pas changé en surface. Les maisons en bois gris, les parterres de fleurs humides, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Pourtant, quelque chose clochait. Une tension flottait, invisible, comme une note basse qui vibre dans la poitrine. Antoine releva le col de sa veste. Le vent était mort, et le silence pesait. Il avait quitté ce lieu il y a 10 ans, laissant derrière lui Claire, sa femme, et un avenir qu'il croyait pouvoir construire. Claire, avec ses yeux bruns doux comme le bois poli, était médecin. Elle soignait les blessures des autres, celles du corps et parfois celles de l'âme. Antoine, lui, avait formé des ombres, des soldats sans nom, des unités secrètes dont les missions n'existaient pas sur papier. Il avait appris à tuer sans bruit, à disparaître sans trace. Mais ce soir, il n'était qu'un homme rentrant chez lui, un père espérant reconnaître le visage de sa fille, Élodie, qu'il n'avait vue qu'en photo. La maison blanche à 2 étages se dressait, coincée entre des bâtisses plus hautes. Un drapeau américain, délavé, déchiré au coin, flottait au-dessus du porche. Un présage, pensa Antoine. Il frappa à la porte, pas de réponse. Il frappa encore, plus fort. La porte s'ouvrit lentement. Claire apparut. Ses cheveux noirs, attachés en un chignon lâche, encadraient un visage fatigué, mais toujours lumineux. Dans ses bras, Élodie, 2 ans, serrait un renard en laine rouge cousu par sa mère. Les yeux de la petite s'écarquillèrent, pas de peur, mais d'une curiosité instinctive. Antoine tomba à genoux. Il enveloppa Claire et Élodie dans ses bras. Une chaleur ancienne, oubliée, remonta dans sa poitrine. Il ne pleura pas. Les soldats ne pleurent pas. Mais ses mains tremblaient. « Tu es rentré » murmura Claire, sa voix comme une caresse. Antoine hocha la tête. Dans ses yeux, il vit une lueur d'inquiétude, un éclat qu'elle tentait de masquer. Westbrook n'était plus le foyer qu'ils avaient connu. Quelque chose s'était brisé, et elle le savait. Le dîner ce soir-là était simple. Une soupe de légumes, du riz, une table en bois usé. Élodie gazouillait, jouant avec une cuillère en plastique. Antoine observait Claire. Elle parlait des petites choses. La clinique à court de médicaments, le prix de l'essence qui grimpait, le voisin qui recueillait des chats errants. Mais ces mots étaient comme des cordes lancées dans le vide, cherchant à retenir une normalité qui s'effilochait. Les flics, maintenant, ils se comportent comme une armée, dit-elle soudain, sa voix plus basse. Elle remua la louche dans la casserole, comme si elle mélangeait une pensée qu'elle ne voulait pas formuler. Depuis que le gouvernement a financé leurs armes, ils patrouillent sans arrêt dans les quartiers comme le nôtre, des camions blindés, des fusils automatiques. On dirait Kaboul, pas Westbrook. Antoine ne répondit pas. Il prit une bouchée de légumes, mastiquant lentement. Il savait que s'il parlait, sa voix trahirait la colère qui montait. Claire continua, plus doucement. La semaine dernière, un gamin de 15 ans s'est fait casser le bras. Son crime? Il n'a pas déverrouillé son téléphone quand ils l'ont demandé. Ils ont dit qu'il résistait. Personne n'a filmé. Elle leva les yeux vers lui. « Je sais que tu pensais que rentrer serait différent, mais ce n'est plus chez nous ici. » Antoine serra ses baguettes. Une douleur sourde pulsait dans sa poitrine. Pas de la rage, pas encore. Une alarme. Claire n'avait pas peur. Elle était épuisée, habituée à cette menace constante. Et si Claire, si forte, si résiliente, vivait dans cette ombre, alors Élodie grandirait dans un monde où la peur serait une seconde peau. Il posa ses baguettes, regarda par la fenêtre. Une voiture de patrouille passa lentement. Les 2 officiers, à l'intérieur, ne regardaient pas la route. Il le regardait, lui. Le lendemain matin, Antoine sortit pour acheter du lait et des couches.
Un geste simple, une tentative de reprendre une vie normale. La supérette était à 5 minutes en voiture. Mais ce jour-là, le trajet dura une demi-heure. 3 feux rouges interminables, synchronisés comme une embuscade. Puis, une voiture de police surgit, phares éteints, roulant juste derrière lui. 2 officiers en sortirent. L'un, plus âgé, tapa 3 fois sur la vitre. Un geste ferme, pas hostile, mais clair. Tu es surveillé. Antoine baissa la vitre. Bonjour, messieurs. Un problème? L'officier plus jeune, visage fermé, demanda. Où allez-vous? Antoine répondit calmement. Acheter des couches et du lait pour ma fille. L'autre, l'aîné, plissa les yeux. On a signalé un individu suspect dans le coin. Votre pièce d'identité. Antoine tendit son permis, sa voix neutre. Je vis à Oak Ridge. Antoine Dubois, vétéran, récemment démobilisé. Un silence pesant s'installa. Un crépitement de radio brisa l'air. L'officier âgé hocha la tête. Sortez du véhicule, contrôle rapide. Escobar. Antoine obéit. Main levée, mouvement lent. Il connaissait ce rituel, l'avait enseigné à des centaines de recrues. Survivre face à un canon pointé sur soi. Ils fouillèrent son portefeuille, ouvrirent le coffre, inspectèrent le sac à couches. Ils scrutèrent sa carte de vétéran sous la lumière, comme s'ils cherchaient une faille. Puis, un regard échangé. Désolé, simple procédure, marmonna le plus jeune, la voix moins assurée. Antoine remonta en voiture. La climatisation soufflait un air glacial, mais la sueur perlait sur son front. 10 minutes. Pas une question, pas un sourire, juste un contrôle pour vérifier s'il méritait d'être suspect. Ce soir-là, il raconta l'incident à Claire. Elle ne sursauta pas, ne s'indigna pas. Elle remplit son verre d'eau, lentement, et dit « Ils t'ont laissé partir parce que tu as porté l'uniforme, parce que tu as le droit d'être moins suspect. Mais les gamins du quartier, eux, n'ont pas cette carte de sortie. » Yang Biazio. Antoine ne répondit pas. Il regarda la lumière vacillante du porche des voisins. Quelque chose en lui se réveillait. Pas la colère, pas la peur, mais un mécanisme ancien, celui d'un soldat prêt à entrer en mission. À 2h47 du matin, Claire travaillait dans son bureau. Une lampe jaune éclairait son carnet de prescription. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. 4 mots. Tais-toi, sinon. Pas de ponctuation, pas de menace explicite, mais un message clair comme une lame. Claire fixa l'écran. Ses doigts s'immobilisèrent. Elle ne répondit pas, ne l'effaça pas. Elle posa le téléphone, s'adossa à sa chaise. La maison était silencieuse, sauf pour les petits bruits d'Élodie qui dormait à l'étage. Antoine était avec elle, veillant sur son sommeil. Claire ne lui dit rien, pas par peur, mais parce qu'elle savait. Si Antoine voyait ce message, il redeviendrait l'homme qu'il avait juré de laisser derrière lui. Un homme capable de transformer un soupçon en action en moins de 10 minutes. Le lendemain, à 7h30, Claire arriva à sa clinique. La vitre d'entrée était brisée, des éclats de verre jonchèrent le sol comme des lames plantées dans sa sécurité. Sur le mur, en peinture rouge, « Tais-toi si tu veux vivre ». Les armoires à médicaments étaient intactes, mais les caméras de sécurité étaient éteintes. Le technicien, un homme nerveux, murmura « Les câbles ont été coupés de l'intérieur. Ce n'est pas un gamin. » La police arriva 2 heures plus tard. Les 2 officiers, un jeune et un vieux, enjambèrent le verre comme on traverse une flaque. Ils regardèrent l'inscription, puis Claire. « Des ennemis personnels ?» demanda le plus âgé. Claire répondit, la voix ferme. « J'ai parlé au conseil municipal la semaine dernière, sur la surveillance policière. » L'officier soupira. « Peut-être des gangs ou du vandalisme. Pas de témoins, pas de caméras. Difficile à enquêter. » Ils partirent sans prendre de photos, sans relever d'empreintes. Claire comprit, leur empressement, leur regard fuyant. C'était leur réponse. Ce soir-là, quand elle raconta tout à Antoine, il posa sa cuillère. Pas un mot. Ses yeux étaient plus effrayants que n'importe quel cri. Un silence de soldat, celui qui précède l'action. Claire savait, un signe de plus, et la guerre commencerait. Pas besoin de déclaration. Elle le voyait dans sa posture, dans la façon dont ses mains serraient le bord de la table. Quelques jours plus tard, Claire décida de parler au conseil municipal.
Elle avait pris rendez-vous, malgré les menaces, malgré le verre brisé. Le sujet était grave. Proposer un contrôle indépendant de la police de Westbrook, devenue une armée plutôt qu'un service public. La salle du conseil, dans l'ancienne mairie, était étouffante. Des chaises en bois serré, des lumières fluorescentes vacillantes, une foule de regards méfiants. Quelques officiers étaient présents, leurs uniformes impeccables. Au premier rang, Victor Moreau, chef de la police, un homme aux yeux froids et au sourire calculé. Son fils, Étienne, était à ses côtés, jeune officier au regard hésitant. Claire monta au pupitre. Sa main gauche, encore bandée à cause d'une coupure du verre, tremblait légèrement. Elle redressa les épaules. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle, sa voix claire, tranchante. Je ne parle pas ce soir en tant que médecin, mais en tant que mère, citoyenne, voisine. Quelqu'un qui doit baisser les yeux quand une voiture de police ralentit devant chez elle, sans raison autre que la couleur de sa peau. » Un grincement de chaise résonna au fond de la salle. Claire ne se retourna pas. Je ne dis pas que tous les officiers sont mauvais, mais quand un enfant se fait briser le bras pour un téléphone, quand les caméras de ma clinique tombent en panne au moment d'une attaque, il faut admettre que le système est pourri. Sans contrôle indépendant, qui surveille ceux qui portent des armes? Pas d'applaudissements, pas d'objections, juste des regards froids. Victor Moreau restait immobile, son sourire figé, sans chaleur. Un sourire de prédateur. Claire rentra chez elle. Un poids dans la poitrine. Sur la route, une voiture noire la suivit, ses phares clignotant à chaque virage. Puis, soudain, elle disparut. Pas de dépassement, pas de demi-tour. Juste le vide. Ce soir-là, Antoine ne parla pas. Il lava ses mains, les sécha et se dirigea vers le débarras. Un tiroir fermé, par empreinte digitale. À l'intérieur, des outils qu'il avait juré de ne plus toucher. Un pistolet, un casque de communication, une lampe infrarouge, un couteau de combat. Claire se tenait derrière lui, silencieuse. Ils savaient tous deux que la guerre n'avait pas encore commencé. Mais quelqu'un avait tiré le premier coup. Le lendemain, Antoine croisa Julien, son ami d'enfance, dans un garage à l'orée du quartier. Julien, les mains tachées de graisse, leva les yeux dessous le capot d'une vieille Peugeot. « T'as vu ce qu'ils font ici ?» demanda-t-il, essuyant la sueur de son front. « Les flics, ils contrôlent tout. Ils arrêtent des gamins pour rien. Ils surveillent les maisons comme si on était en guerre. » Antoine hocha la tête. « Claire m'a dit. » Julien baissa la voix. « Fais attention, Antoine, ta femme, elle dérange. Et ici, ceux qui dérangent. » Il ne finit pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Madame Lefebvre, la voisine, arrosait ses rosiers quand Antoine passa devant chez elle. Elle portait toujours son chapeau de paille, ses gants épais. Leurs regards se croisèrent. Elle détourna les yeux, comme si elle avait vu un fantôme. Antoine comprit. Elle savait quelque chose. Elle avait vu quelque chose. Mais la peur la tenait muette. Ce soir-là, Antoine trouva une enveloppe glissée sous la porte. Pas de nom, pas d'adresse. À l'intérieur, une lettre manuscrite, l'écriture fine et précise de Claire. « Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. J'ai découvert quelque chose. Une opération. Un nom. Vent de verre. Ils ne veulent pas que je parle. Protège Élodie. » Antoine relut chaque mot. Sa gorge se serra. Claire savait. Elle avait vu venir le danger, et pourtant, elle avait continué. Pas par défi, mais par devoir. La nuit suivante, le silence fut brisé. Un cri déchira l'obscurité. 3 coups de feu éclatèrent, brutaux, déchirant la quiétude de la rue Maple, numéro 38. À l'intérieur, Claire nourrissait Élodie avec un biberon. Les berceuses qu'elle chantonnait furent noyées par les pleurs de l'enfant et le chaos qui suivit. La porte arrière explosa. Des officiers en tenue tactique surgirent, sans avertissement, sans mandat. En 4 secondes, ils abattirent Claire. 3 balles dans la poitrine. Elle s'effondra, le biberon roulant sur le sol, taché de sang. Élodie hurla, seule, à côté de sa mère. Antoine arriva 17 minutes plus tard. Les lumières rouges et blanches des ambulances clignotaient. Une foule silencieuse bordait le trottoir, comme à un enterrement sans invitation. Il repoussa un officier, ignorant le ruban jaune. « Ma femme est là-dedans !» cria-t-il.
Un officier plus âgé l'attrapa, murmura. Elle n'a pas survécu. Le monde d'Antoine s'arrêta. Pas de son, pas d'image, juste un vide dans sa poitrine. Un homme en civil sortit, tenant Élodie. La petite, les joues rouges, les yeux gonflés, tendit les bras vers son père. Antoine la serra contre lui. Ses mains tremblaient, non de peur, mais d'une vérité insupportable. Il avait échoué à protéger ce qui comptait le plus. L'officier devant lui, badge brillant, parla d'une voix mécanique. Elle semblait armée, non coopérative. Nous avons dû tirer. Antoine se raidit. Quelle arme? Sa voix basse portait une fureur contenue. L'officier baissa les yeux. Un biberon. Antoine ne répondit pas. Il serra Élodie plus fort. Dans ses pleurs, il entendit l'écho de Claire. Et dans cet écho, une promesse. La vérité ne mourrait pas avec elle. Le silence était une arme. Antoine Dubois le savait mieux que quiconque. Dans les zones de guerre, il avait appris à écouter les vides, les absences, les moments où le monde retenait son souffle avant l'explosion. À Westbrook, le silence était partout, dans les regards fuyants des voisins, dans les réponses évasives des officiers, dans le crépitement des télévisions locales qui parlaient de tout sauf de Claire. Elle était morte depuis 3 jours. 3 jours où Antoine n'avait pas dormi, pas vraiment. Ses yeux, gris comme l'acier d'une lame, restaient fixes, scrutant chaque coin d'ombre, chaque reflet dans la vitre. Élodie dormait dans ses bras, son petit corps chaud contre sa poitrine. Elle ne pleurait plus. Elle semblait comprendre, à sa manière, que le monde avait changé. La maison, désormais, était un champ de bataille. Pas de sang sur les murs, pas de traces de poudre, mais une guerre invisible. Antoine avait fermé les rideaux, verrouillé les portes. Il avait rangé le biberon taché de sang dans une boîte, comme une relique. Il ne pouvait pas le laver. Pas encore. Chaque matin, il relisait la lettre de Claire. Vent de verre. Ces mots, écrits de sa main, étaient une clé. Mais une clé pour quelle serrure? Il l'ignorait. Ce qu'il savait, c'était que Claire avait vu quelque chose, entendu quelque chose, et que ce savoir l'avait tuée. Elle n'était pas une victime au hasard. Elle était une cible. Antoine n'était pas seul. Il avait fait appel à ceux qui, comme lui, vivaient dans les marges des archives officielles. Rémi, le spécialiste en cyberopération, un homme maigre aux doigts agiles, capable de pirater un réseau en moins de temps qu'il n'en faut pour faire un café. Léa, experte en infiltration, petite, silencieuse, capable de se glisser dans une pièce sans que l'air ne bouge. Et Marc, un ancien mercenaire, dont le regard portait les cicatrices de mission que personne ne revendiquait. Ils étaient arrivés un par un, sans embrassade, sans question. Juste un hochement de tête, un regard qui disait « Nous sommes là ». Dans une vieille grange abandonnée à la périphérie de Westbrook, ils avaient installé leur base. Une table en bois, des cartes, un ordinateur déconnecté du réseau. Pas de lumière vive, juste une lampe à pétrole qui vacillait, projetant des ombres sur les murs. Antoine étala les documents de Claire, des dossiers médicaux, des rapports, des notes manuscrites en encre violette. Elle avait tout consigné, méticuleuse, comme une archiviste de la vérité. Des blessures soignées à la clinique, poignets meurtris, côtes fracturées, joues déchirées. À côté de chaque nom, une phrase. Arrêté par la police, blessé par la police. Elle avait transformé son cabinet en un registre secret, un témoignage que personne d'autre n'avait osé tenir. Mais il y avait plus, un tiroir secret dans son bureau. Antoine l'avait trouvé par instinct, en tâtant le bois comme il l'avait fait dans des bunkers ennemis. À l'intérieur, une clé USB, froide, sans étiquette. Il la tenait dans sa main, comme un talisman. Elle savait qu'il viendrait, murmura Léa, ses yeux sombres fixés sur l'objet. Rémi hocha la tête. Si elle a caché ça, c'est qu'elle avait peur. Mais pas pour elle, pour la vérité. Antoine brancha la clé sur un ordinateur sécurisé, déconnecté de tout réseau. Un dossier s'ouvrit. Des centaines de fichiers, des tableaux Excel, des enregistrements audio, des vidéos. Tout était codé, daté, organisé avec la précision d'un analyste. Claire n'avait pas juste noté des blessures, elle avait cartographié un système.
des pannes de caméras corporelles lors d'arrestations violentes, des plaintes internes jamais traitées, et un dossier intitulé Intouchable. À l'intérieur, des noms, des numéros de badge, des divisions. En haut de la liste, Victor Moreau, chef de la police, une photo. Un courriel interne obtenu d'une source anonyme. Suspension recommandée pour arrestation illégale, annulée par ordre supérieur. Raison: éviter un scandale médiatique. Antoine sentit son sang se glacer. Ce n'était pas juste un meurtre, c'était une exécution planifiée. Claire avait touché un nerf, un secret que Victor Moreau ne pouvait pas laisser sortir. Vent de verre, un nom qu'elle avait entendu d'un patient, un vétéran en état de choc, délirant, une opération militaire obscure, jamais enregistrée. Antoine connaissait ce genre de mission, il en avait dirigé. Des opérations où les ordres venaient d'en haut, où les traces étaient effacées avant même que l'encre ne sèche. Mais pourquoi Claire? Pourquoi une médecin de quartier, une mère, une femme qui soignait les pauvres gratuitement? La réponse vint d'un fichier audio. La voix de Claire, calme, précise. Si je rends ça public, ils ne me laisseront pas tranquille, n'est-ce pas? Une voix masculine, déformée, répondit. Je ne te dis pas quoi faire. Je te dis que si tu continues, ils te feront taire, d'une manière ou d'une autre. Antoine arrêta l'enregistrement. Il n'avait pas besoin d'entendre la suite. Claire n'était pas morte par erreur. Elle était morte parce qu'elle savait trop, parce qu'elle avait osé poser des questions, parce qu'elle avait cru que la vérité, si bien documentée, pourrait renverser un système. Le lendemain, Antoine rencontra Sophie Garnier, une journaliste indépendante française installée à Westbrook. Sophie avait les cheveux courts, un regard perçant et une réputation sulfureuse. Elle avait écrit sur des abus policiers dans une ville voisine, au prix de menaces et de procès. Elle publiait sur une plateforme appelée Miroir Civique, un site sans publicité, sans titre racoleur, juste des mots et des preuves. Ils se retrouvèrent dans un café discret, murs en briques nues, lumière tamisée. Antoine posa la clé USB sur la table. « C'est tout ce que j'ai. » Sophie ne sourit pas. Elle demanda « Si je publie ça, es-tu prête à prendre les coups à ma place ?» Antoine répondit, sans hésiter, « Je ne suis pas là pour me cacher. Je suis là pour ouvrir la voie. » Sophie hocha la tête. Elle sortit un carnet, un enregistreur. « Commence par le début. Nommez rien. » Pendant 3 heures, Antoine parla. De Claire, de son courage, de sa mort. Des fichiers, des noms, des silences organisés. Sophie ne l'interrompit pas. Elle notait, photographiait, questionnait. Quand il eut fini, elle rangea ses affaires et dit « Ce n'est pas juste une histoire, Antoine, c'est une guerre, et je ne promets rien, sauf que je ne me tairai pas. » Le lendemain, Miroir Civique publia un article. Une femme abattue avec un biberon dans la main, le système qui efface les preuves. 4000 mots, 30 documents joints, des photos de rapports médicaux, des statistiques sur les pannes de caméra, un extrait de l'enregistrement de Claire. Sophie écrivait comme un chirurgien, chaque phrase précise, sans émotion superflue. Elle posait une question. Pourquoi tant de silence est-il si soigneusement organisé? En 48 heures, l'article fut partagé 200 000 fois. Des activistes, des étudiants, des mères célibataires, des vétérans. Les commentaires n'étaient pas que de la colère, c'était une reconnaissance. Westbrook commençait à murmurer le nom de Claire, non comme une victime, mais comme une héroïne. Mais le système riposta. Une nuit, à 3h12, un bruit sec résonna à l'arrière de la maison d'Antoine. Pas un coup de feu, pas une explosion, un sifflement, comme une valve ouverte. Rémi, qui dormait sur le canapé, bondit. Une odeur familière, de l'essence. 30 secondes plus tard, les rideaux du rez-de-chaussée s'embrasèrent. Les flammes léchèrent les murs, dévorant les notes manuscrites de Claire, ses dossiers, ses souvenirs. Antoine plongea dans le bureau, tenta de récupérer le coffre-fort contenant les imprimés. Le métal était brûlant. Il recula, attrapant seulement un sac à dos avec un disque dur non crypté. Léa tira la voiture devant l'entrée. Ils s'échappèrent, alors que les flammes rugissaient. Les pompiers arrivèrent trop tard. La maison n'était plus qu'un squelette noirci.
Le rapport officiel parla d'un court-circuit, d'un radiateur mal entretenu. Pas de traces d'incendie criminel. Personne ne mentionna l'odeur d'essence. Personne n'interrogea Madame Lefebvre, qui avait senti le carburant la veille mais n'avait pas appelé, effrayée par l'absence des patrouilles. Antoine, couvert de cendres, regardait les décombres. Ce n'était pas juste une maison. C'était le lieu où Claire avait tenu Élodie, où elle avait écrit ses premiers rapports contre les abus. Il murmura. Même les souvenirs brûlent si on les laisse trop longtemps au même endroit. Le lendemain, un jeune employé de la police, Paul, contacta Antoine via un message crypté. Paul travaillait dans le service informatique. Il avait vu des choses, des serveurs vidés, des journaux d'accès effacés. La nuit où Claire est morte, les caméras corporelles ont été désactivées. Pas une panne, un ordre. Paul tremblait en parlant, ses lunettes glissant sur son nez. Je ne peux pas continuer à travailler là-dedans, mais si je parle, ils me détruiront. Antoine le regarda. Donne-moi ce que tu as, je m'occupe du reste. Paul lui tendit une clé USB. C'est tout ce que j'ai pu sauver avant qu'il ne purge le système. Sur la clé, un fichier vidéo. 13 minutes, intact, prise par la caméra corporelle d'un officier. Badge 8872. L'image montrait les officiers montant les escaliers de la maison, armes dégainées. Une voix dans l'oreillette. Suspect armé. Procédé avec force létale. Une autre voix. Enfant sur place. Pas de réponse. À 2h29 et 13 secondes, la porte de la chambre s'ouvrit. Claire, en chemise de nuit blanche, tenait Élodie d'un bras, un biberon de l'autre. Sa voix ferme. « Je tiens mon bébé, ne tirez pas. » Pas d'ordre d'arrêt, pas de poser votre arme. Juste 3 coups secs. Claire s'effondra, son crâne heurtant le cadre du lit. Le biberon roula, s'arrêtant devant l'objectif. Élodie hurla, seule. Un officier s'avança, murmura dans la caméra. « Effacez ça, caméra en panne. » Personne ne protesta. Antoine éteignit l'écran. La pièce était silencieuse. Rémi tapa 3 fois sur la table, un vieux signal. Cible confirmée. Léa, adossée au mur, expira comme si elle avait retenu son souffle trop longtemps. Marc, les poings serrés, murmura. « Ils ne l'ont pas tuée par erreur. Ils l'ont tuée pour qu'elle se taise. » Antoine ne pleura pas. Il fixa l'image figée de Claire, son bras encore tendu vers Élodie, comme un dernier réflexe de mère. Il n'avait plus besoin de prouver son innocence. La caméra avait parlé, mais le danger grandissait. Une nuit, un SUV noir s'arrêta devant la planque. 3 hommes, immobiles, regardaient. Pas de cigarette, pas de téléphone, juste des yeux fixes. Antoine ne les salua pas. Il ferma les rideaux, prit Élodie dans ses bras et alluma la lumière de la cuisine. Il savait ce que signifiait leur présence. Un message. « Nous te voyons ». La guerre était déclarée, et elle ne se mènerait pas avec des armes, mais avec des données, des silences, des vérités étouffées. Antoine contacta Sophie. Il lui envoya la vidéo, sans commentaire, juste une phrase. « C'est la voix de Claire. » Sophie répondit. « Ils vont essayer de me faire taire, mais je ne m'arrêterai pas. » Elle prépara un deuxième article, plus incisif. « La vérité ne peut pas être abattue. » Elle y incluait la vidéo, les journaux de serveurs effacés, les plaintes bloquées. L'article fit l'effet d'une bombe. Les partages dépassèrent le demi-million. Des professeurs de droit, des militants, des citoyens ordinaires. À l'église, une religieuse, sœur Marie, parla de Claire lors de son sermon. Le silence face à l'injustice n'est pas neutralité, c'est complicité. Dans les écoles, les élèves discutaient. À la radio, une voix demanda « Comment une caméra s'éteint-elle juste au moment d'un meurtre ?» Mais le système contre-attaqua. Le lendemain, le serveur de Miroir Civique subit une cyberattaque. Des courriels anonymes menacèrent Sophie. Son compte bancaire fut gelé. Antoine, lui, reçut un nouvel avertissement, une enveloppe glissée sous la porte de la planque. À l'intérieur, un flyer. La police protège. Les extrémistes divisent. Pas de signature. Juste une menace implicite. Antoine plia le papier,
le rangea dans un tiroir. Il ne le brûla pas, il le garda, pour se souvenir. Il savait qu'il ne pouvait plus jouer selon leurs règles. Les avocats refusaient son dossier, intimidés. Les plaintes déposées au bureau du procureur disparaissaient dans des tiroirs. Mais il avait Rémi, Léa, Marc, et il avait Sophie. Ensemble, ils n'étaient pas une équipe. Ils étaient une résistance. Antoine regarda Élodie, endormie sur un matelas, son renard en laine serré contre elle. Il murmura « Ta mère a commencé cette guerre. Je la finirai. » L'aube était fragile, comme une toile d'araignée tissée sur une vitre fêlée. Westbrook semblait tenir son souffle, ses rues figées sous un ciel d'étain. Antoine Dubois se tenait dans l'ombre d'un entrepôt désaffecté, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Ses mains, calleuses, serrées autour d'un vieux téléphone sécurisé, attendaient un signal. Rémi, Léa et Marc étaient en position, invisibles, dispersés comme des ombres dans la ville. La guerre qu'Antoine menait n'était plus silencieuse. Elle grondait, portée par les mots de Sophie Garnier, par les murmures des habitants, par les pleurs d'Élodie, qui, à 2 ans, comprenait déjà la perte sans pouvoir la nommer. Ce soir, tout allait se jouer. Pas dans une fusillade, pas dans un cri, mais dans une vérité enfin révélée. Antoine avait choisi son terrain, le quartier général de la police de Westbrook, un bâtiment carré aux vitres fumées, symbole d'un pouvoir intouchable. Victor Moreau, le chef de la police, y régnait, protégé par des années de silence acheté et de preuves effacées. Mais Antoine savait. Même les murailles les plus solides s'effritent sous la pression d'un seul point faible. Ce point faible, c'était Étienne Moreau, le fils de Victor, un jeune officier dont le regard trahissait un doute, une fêlure. Antoine l'avait observé, analysé, comme il l'avait fait avec des cibles dans des zones de guerre. Étienne n'était pas son père. Il portait l'uniforme, mais ses mains tremblaient quand il parlait de justice. La veille, Antoine avait pris un risque. Par l'intermédiaire de Paul, l'informaticien apeuré, il avait glissé un message à Étienne, une simple note, écrite à la main. « Tu sais ce que ton père a fait. Si tu restes silencieux, tu portes son crime. Pas de menace, pas de chantage, juste un appel à la conscience. » Étienne n'avait pas répondu. Mais ce matin, à 4h17, un courriel crypté était arrivé. Une phrase. « Retrouve-moi à l'église Saint-Jude, 6 à Zozero. » Antoine y était allé, seul, sans armes, seulement avec la clé USB contenant la vidéo de la mort de Claire. L'église Saint-Jude, avec ses vitraux ternis et son clocher penché, était un refuge improbable. Sœur Marie, une religieuse au visage ridé, mais aux yeux vifs, l'accueillit. Elle ne posa pas de questions. Elle guida Antoine vers une petite salle à l'arrière, où Étienne attendait, seul, son uniforme froissé, ses mains jointes comme en prière. « Je ne peux pas continuer comme ça, » murmura-t-il. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. « Mon père, il a donné l'ordre, pas directement, mais je l'ai entendu. Il a dit, elle doit être neutralisée. » Antoine resta immobile, son regard fixé sur le jeune homme. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» Étienne baissa les yeux. « Parce que je l'ai vue, la vidéo. Votre femme, elle n'était pas armée, elle tenait sa fille, et mon père le savait. » Dédié, Étienne tendit une enveloppe. À l'intérieur, un enregistrement audio volé dans le bureau de Victor. La voix de ce dernier, froide, précise. « Si elle parle, tout s'effondre. Vandeverre doit rester enterré. Faites ce qu'il faut. » Antoine sentit une chaleur monter dans sa poitrine, pas de la colère, mais une certitude. Claire n'était pas morte par erreur. Elle était un sacrifice, un pion retiré de l'échiquier pour protéger un secret. Étienne murmura « Je ne peux pas le confronter. Pas encore. Mais prenez ça, et faites ce que vous devez faire. » « Oh, c'est ça !» Antoine hocha la tête. Il ne promit rien. Les promesses sont fragiles. Les actes parlent plus fort. Le plan n'était simple, mais audacieux. Rémi avait piraté le système de sécurité du quartier général. Les caméras montreraient une boucle de 3 minutes, une illusion de calme. Léa, agile comme un chat,
neutraliserait les gardes à l'entrée arrière avec des sédatifs, pas des balles. Marc, lui, resterait en couverture, prêt à intervenir si les choses tournaient mal. Antoine entrerait seul, armé seulement de la vérité. La vidéo, l'enregistrement, les documents de Claire. Son but n'était pas de tuer Victor. Il voulait l'exposer, le forcer à parler, à s'effondrer sous le poids de ses propres mensonges. À 22h47, Antoine pénétra dans le bâtiment. L'odeur de cire et de désinfectant emplissait les couloirs. Ses pas étaient silencieux, ses sens affûtés. Il connaissait ce genre de mission. Un objectif, un terrain hostile, une issue incertaine. Le bureau de Victor était au dernier étage, derrière une porte blindée. Rémi avait désactivé le verrou électronique. Antoine entra. Victor était là, assis, un verre de whisky à la main. Il ne sursauta pas. Il sourit, un sourire de prédateur. Dubois, je savais que vous viendriez. Vous êtes prévisible. Antoine posa un petit haut-parleur sur le bureau. Il appuya sur play. La voix de Victor résonna, claire, accablante. Elle doit être neutralisée. Puis la vidéo, l'image tremblante de Claire, tenant Élodie, tombant sous les balles. Victor ne bougea pas, mais son sourire s'effaça. « Vous pensez que ça change quelque chose ?» demanda-t-il, sa voix basse. « Vous pensez que la vérité suffit? Ce n'est pas un film, Dubois. Vous ne gagnerez pas. » Antoine répondit, calme. « Je ne suis pas ici pour gagner. Je suis ici pour que tout le monde voie. » À cet instant, Sophie Garnier entra en action. Depuis un café à l'autre bout de la ville, elle diffusa la vidéo et l'enregistrement en direct sur Miroir Civique. Pas un article, pas un texte, juste les images, brutes, et la voix de Victor. En 30 minutes, la vidéo fut vue par des milliers de personnes. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, des hashtags émergèrent. Justice pour Claire, /22 Les habitants de Westbrook, jusque-là silencieux, commencèrent à parler. À l'église, sœur Marie organisa une veillée. Des bougies furent allumées, des noms lus à voix haute. Claire et tous les autres tombés sous les balles sans raison. Victor tenta de fuir. Il attrapa son téléphone, composa un numéro, murmura des ordres. Mais Rémi avait déjà bloqué les communications. Léa, depuis l'ombre, avait neutralisé les renforts. Marc, posté sur un toit, surveillait les routes. Victor était seul. Pour la première fois, il semblait petit, fragile, comme un roi déchu. « Vous ne comprenez pas, dit-il, sa voix tremblante. Vent de verre, c'était pour protéger la ville, pour maintenir l'ordre. » Antoine le fixa. « L'ordre? Vous avez tué ma femme, vous avez laissé ma fille sans mère. Votre ordre est un mensonge. » La porte s'ouvrit. Étienne entra, son arme à la main, mais pointée vers le sol. « C'est fini, papa. » Victor pâlit. « Tu ne peux pas. » Étienne l'interrompit. « Si, je peux, et je le dois. » Il tendit son badge à Antoine. « Je témoignerai, je dirai tout. » Victor s'effondra dans son fauteuil, comme si l'air avait quitté son corps. La lumière de la vérité, enfin, l'avait atteint. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Un procès public fut organisé, non pas dans une salle étroite, mais dans un théâtre municipal pour que tous puissent voir. Sophie couvrit chaque jour, ses articles devenant des chroniques d'une ville qui se réveillait. Les preuves s'accumulèrent. La vidéo, l'enregistrement, les dossiers de Claire, les témoignages de Paul et d'Étienne. Madame Lefebvre, la voisine, trouva enfin le courage de parler. Elle raconta l'odeur d'essence, les ombres dans la nuit. Sœur Marie parla de foi, de justice, de la nécessité de ne pas détourner les yeux. Victor fut condamné, pas seulement pour la mort de Claire, mais pour un système qu'il avait construit, un réseau de silence et de violence. D'autres officiers tombèrent. Le conseil municipal vota un contrôle indépendant de la police. Les caméras corporelles furent rendues obligatoires, leur désactivation criminalisée. Westbrook changea, lentement, comme une plaie qui cicatrise. Antoine récupéra la garde d'Élodie. Ils s'installèrent dans une petite maison à la lisière de la ville, loin des regards. Chaque soir, il lui lisait une histoire, celle d'une femme courageuse qui avait tenu tête à l'injustice.
Élodie écoutait, son renard en laine serrée contre elle. Parfois, elle demandait « Maman est où ?» Antoine répondait « Elle est dans la vérité, et la vérité ne meurt jamais. » Un matin, il reçut une lettre de Sophie. Pas un article, pas un courriel. Une lettre manuscrite, comme Claire les écrivait. « Tu as prouvé que la vérité peut briser des chaînes. Merci Antoine. Continue. » Il plia la lettre, la rangea dans une boîte, à côté du biberon de Claire. Il ne pleurait toujours pas. Les soldats ne pleurent pas. Mais il sourit, légèrement, pour la première fois, depuis des mois. Westbrook respirait à nouveau. Les rues n'étaient plus silencieuses. Les voisins se parlaient. Les enfants jouaient. Et dans l'ombre, Antoine veillait. Pas comme un soldat, mais comme un père. Comme un homme qui savait que la vérité, même enfouie, finit toujours par remonter si quelqu'un a le courage de creuser. L'histoire d'Antoine est claire, tissée d'amour, de perte et de quête de justice, résonne comme un miroir des luttes humaines. Elle nous rappelle que le courage naît souvent dans la douleur, que la vérité, même fragile, peut ébranler des systèmes puissants. Dans la culture française, où l'introspection et la quête de sens tiennent une place centrale, cette histoire nous pousse à réfléchir. Que faisons-nous face à l'injustice? Sommes-nous des spectateurs ou des acteurs? La leçon est claire. Le silence est une complicité, et chaque voix compte. Dans nos vies, cela signifie oser parler, même quand la peur nous enserre, et protéger ceux que nous aimons par des actes, pas seulement des mots. Comme Claire, nous devons documenter, persévérer, croire en la force de la vérité. Comme Antoine, nous devons transformer la douleur en action. Vivons avec audace, avec intégrité, et n'oublions jamais, une petite flamme peut éclairer l'obscurité. Si cette histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous pour amplifier ce message. Laissez un commentaire. Que vous inspire cette quête de justice? Ensemble, faisons entendre la vérité.